L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Marvin. Il a 20 ans et son travail va se transformer en cauchemar. L'histoire se déroule l'été dernier dans une petite commune bretonne et à ce moment-là, il a donc 19 ans. On est donc en été 2021 et à ce moment-là, Marvin il est étudiant. Le truc, c'est que pour financer ses études, il doit absolument se trouver un petit job saisonnier. Il a fait plusieurs boulots comme serveur, ouvrier, agent de propreté, mais tous ces jobs l'ont rapidement lassé. Mais à un moment, il va trouver un petit compromis entre le travail et les vacances. Le babysitting. Il s'est donc inscrit dans une agence de babysitting et pendant 2 longs mois, Marvin a bossé dedans. Il garde les enfants quand les parents partent en soirée, à un mariage, une semaine, voire même peut-être 2. Et justement, fin juillet 2021, l'agence de Marvin lui propose une garde pas très loin de chez lui. C'est pour garder un enfant pendant 2 semaines à la fin du mois d'août. Quelques jours après, le protocole de l'agence veut que Marvin fasse une rencontre avec la famille et l'enfant en amont. Comme ça, chaque partie peut connaître un petit peu mieux l'autre. Et ça, Marvin y trouve que c'est hyper rassurant. Quand Marvin arrive dans cette famille, il fait la rencontre de Noé, un petit garçon de 2 ans, ainsi que son chien Scooby. La mère lui présente la maison ainsi que Noé et le chien Scooby. Il a été adopté pour protéger l'enfant et surtout lui faire un ami. Bon, Marvin, il va quand même nous avouer qu'il a eu un petit léger sourire en coin quand elle lui a dit ça à la mère, puisque la mère a dit que le chien était là pour protéger l'enfant. Sauf que lui, ça le fait marrer un petit peu étant donné que le chien, il lui arrive même pas au mollet. Bref, ceci étant dit, la mère de Noé dit à Marvin qu'il lui sauve la vie, puisque là, elle de son côté, elle va reprendre bientôt le boulot et que le beau-père de Noé, il est marin-pêcheur. Et forcément, avec son boulot, il est quasiment pas à la maison. On fait donc un bond temporel de 2 semaines et Marvin arrive chez la famille pour commencer sa garde. Tout se passe vraiment très bien les 2 premiers jours. Chaque matin, Marvin, Noé et Scooby vont se promener en poussette dans les bois. Puisque oui, apparemment, la petite famille a cette habitude depuis que Scooby est dans la maison. D'ailleurs, petit détail, la famille de Noé a l'habitude de passer tout le temps par la porte arrière du garage. Et forcément, Marvin il s'est dit qu'il allait faire de même. Et ils ont aussi une autre habitude, c'est de pas fermer cette porte. Comme ça, apparemment, c'est plus simple pour faire des allers-retours. Et justement, les choses vont commencer à devenir étranges le mercredi. Soit le 3e jour de garde. Ce matin-là, ils sont partis en balade pour pratiquement 2 heures. Mais en rentrant à la maison, Marvin sent comme une tension au-dessus de lui. Sur le moment, il se dit que c'est peut-être lui et son imagination car il ne connaît pas très bien la maison. Mais le chargeur qui était censé être branché est maintenant débranché et sur la table. La porte de la salle de bain est entrouverte alors qu'il est sûr de l'avoir fermée. Bon, sur le moment, il a rien dit à la mère de Noé à son retour. À ce moment-là, il trouvait que c'était débile de lui en parler pour rien. Mais le lendemain, quand il rentre de la balade, la barrière des escaliers est ouverte. Alors que là, il en est sûr, cette barrière est toujours fermée étant donné que Noé est vraiment petit. Et pareil, il y a un autre détail, la télécommande a changé de place. Et Marvin, en parcourant la maison, il peut sentir une odeur étrange. Un parfum qui est pas forcément là habituellement. Là, il commence à avoir peur que quelqu'un soit dans la maison. Il décide donc de fouiller entièrement la maison. Mais il n'y a rien, personne. Le soir même, Marvin a demandé à la mère si quelqu'un passait la journée pour faire le ménage, puisqu'il trouve ça quand même bizarre qu'il y ait des choses qui bougent de place. Et là, le visage de la mère a tout de suite changé. Elle n'a plus son grand sourire rassurant. Elle a commencé à s'inquiéter et stresser. Elle lui a alors répondu que non, il n'y a personne qui est censé passer. Mais elle lui a dit que ce serait bien de faire des photos dans la maison avant de faire la balade. Et que si jamais il y a des choses qui bougent, il devrait l'appeler obligatoirement. Sur le coup, Marvin a trouvé cette réponse très bizarre et pas du tout rassurante. Puisque lui, à la base, il voulait être rassuré. Le vendredi, il se passe rien d'étrange. Quand il rentre le soir, il regarde les photos et elles sont pareilles. Le week-end va alors arriver. Et comme la mère ne travaille pas, elle décide donc de garder l'enfant. Marvin revient alors le lundi matin, reposé et déstressé. Ils sont alors partis en balade comme à leur habitude vers 10 h. Mais malheureusement, il y a une grosse pluie et de l'orage. Ils sont alors poussés à rentrer un petit peu plus tôt que prévu. La petite balade a quand même permis à Noé de s'endormir dans sa poussette. Mais quand Marvin arrive devant le garage, Scooby ne veut pas rentrer dans la maison. Il tire même sur sa laisse pour partir dehors. Ce qui commence à vraiment stresser Marvin. Il se dit que Scooby, il doit sentir quelque chose d'anormal. Il décide quand même de porter le chien et de rentrer dans le garage. Il va alors laisser Scooby à côté de Noé qui est dans sa poussette. Marvin commence à rentrer dans la maison étant donné qu'il veut aller dans la salle de bain pour prendre une serviette. Eh ben oui, sinon Scooby va tout salir dans la maison. Mais dès que Marvin est rentré dans la maison, il a pu sentir cette tension au-dessus de lui. Et c'est totalement normal. Car quand il est rentré dans la maison, il a pu voir un sac qui n'était pas là avant. Il est posé là, sur la table à manger. Marvin a très peur à ce moment-là, puisque ça confirme ses hypothèses. Il n'est pas fou.
La semaine dernière, quelqu'un était présent dans la maison. Marvin s'approche des escaliers. La barrière est ouverte et il peut entendre du bruit à l'étage. Cela vient de la chambre des parents. Marvin a très peur. Il angoisse, mais il a surtout une pensée de courage. Et il décide donc de monter jusqu'à la chambre. Il est maintenant derrière la porte et il entend des bruits de pas. Quelqu'un bouge derrière cette porte. Il peut entendre que la personne prend des affaires et qu'elle semble très pressée. Marvin décide donc de pousser la porte et il découvre un homme en face de lui. À vrai dire, en poussant cette porte, il avait qu'une envie, c'est que ça soit la mère de Noé. Mais non, c'était un homme assez grand, brun et un peu musclé. L'homme se retourne alors et il peut voir Marvin. Marvin, quant à lui, il ne peut plus du tout bouger. Les deux hommes se regardent dans les yeux sans rien dire. Et clairement, il a l'impression que ça dure une éternité. Marvin a un très mauvais pressentiment concernant cet homme. Il a peur qu'il se jette sur lui et qu'il lui fasse du mal. Mais cet homme va briser le silence gênant et tendu et lui dit « Hey bonjour, vous êtes le babysitter ? Moi je suis le père de Noé. » Sur le moment, Marvin il est totalement soulagé, Dieu merci. Il se présente alors et il lui demande ce qu'il fait là, étant donné qu'il n'est pas censé être là cette semaine. Le père lui dit alors « Ah, je suis rentré plus tôt à cause de la météo. » Une réponse plutôt banale qui montre bien qu'il est marin-pêcheur. Marvin est bien plus rassuré et il commence à se détendre. Puis le père commence à discuter avec Marvin mais lui pose toujours des questions sur Noé sans vraiment l'écouter. Il lui pose des questions du style « Il est où Noé? Il est habillé ? Est-ce que je peux le voir ?» Bon, Marvin il se dit que c'est plutôt normal, le gars veut voir son fils. Mais en lui, il y a quand même un mélange d'émotions qui se contredisent. Il lui dit alors cette première chose. Noé est dans le garage, il dort dans la poussette. Sauf qu'au moment où il vient de dire ça, il se sent totalement débile. Il a vraiment un mauvais pressentiment concernant cet homme. Et là maintenant, il vient de lui balancer où était Noé. Et la deuxième chose qu'il va alors dire à cet homme, c'est « D'ailleurs, vous savez où sont les serviettes pour Milou ?» Là, vous vous demandez sûrement c'est qui Milou. Et ben en fait, c'est le chien de Marvin. Et en posant cette question, il s'est trompé de prénom entre Scooby et Milou. Mais l'homme en face de lui va directement lui répondre « Ah, les serviettes de Milou, ils sont dans la salle de bain. » En entendant ça, le sang de Marvin va se glacer. Le problème avec la réponse de cet homme, c'est qu'il n'a pas retenu que c'était pas du tout le bon prénom du chien. Comme si cet homme ne connaissait pas le prénom du chien. Marvin garde alors un sourire gêné et part dans la salle de bain. Il envoie directement un message à la mère pour lui dire qu'il y a un homme dans la maison et qu'il se présente comme le père de Noé. Mais il lui dit également qu'il se sent en danger avec lui. Marvin descend les escaliers avec une serviette pour lui faire croire que tout va bien. Pendant ce temps-là, il entend que cet homme s'agite de plus en plus là-haut. Il va même interpeller Marvin dans les escaliers et lui dire « Bon, vous savez, comme je suis là, vous pouvez partir, ça vous fera une après-midi de libre. » Marvin va essayer d'inventer un mytho pour ne pas laisser Noé et le chien seuls avec cet homme. Il lui dit qu'il est obligé de faire ses heures, comme quoi il y a une histoire d'assurance là-dedans. Un truc comme ça étant donné que de base, il aurait jamais dit non à une après-midi de libre. Mais là, cet homme il insiste beaucoup trop pour qu'il parte. Marvin réfléchit alors à ce qu'il peut faire. Il passe dans la cuisine, tombe sur une photo de famille accrochée sur le frigo. Il y a Noé dans les bras de sa mère. À côté d'eux se trouve un homme qui ne ressemble pas du tout à celui qui est en haut. Il est alors totalement perdu. Il ressent toujours une tension, un mauvais sentiment. Et toutes les preuves montrent que cet homme n'est pas celui qu'il prétend être. Mais d'un autre côté, il y a une partie de Marvin qui lui dit que c'est pas possible. Il se dit que tout ça c'est une histoire de fou. Alors à un moment il a ressenti l'instinct paternel qu'il avait en lui. Il s'est précipité silencieusement jusqu'au garage. Il a pris Noé dans ses bras et Scooby dans l'autre. Il s'est alors dirigé vers sa voiture. Il a allumé le moteur et il est parti pour les mettre en sécurité. Quelques minutes plus tard, la mère de Noé lui a demandé de revenir à la maison car la police les attendait. La mère est totalement en pleurs mais en même temps elle est soulagée de retrouver son fils sain et sauf. La police interroge Marvin mais quand lui y pose des questions, personne ne lui donne de réponse. Et d'ailleurs la garde de Marvin s'est arrêtée net puisque la mère de Noé a décidé de ne pas retourner au boulot cette semaine. Une semaine après, la mère de Noé lui a passé un appel pour lui expliquer ce qui s'était passé. L'homme a été arrêté à son domicile et c'était bien le père de Noé. Celui avec qui elle s'était mariée avant de divorcer et de rencontrer celui qui est marin-pêcheur. Cet homme a perdu la garde de Noé car il était violent et il était souvent sous l'emprise de drogue. Voilà, si Marvin n'avait pas été là, Noé aurait été kidnappé par son propre père. Puisqu'étant donné qu'il n'en a pas la garde du tout. Je pense clairement qu'on peut dire un grand bravo à Marvin dans les commentaires.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Allison. Elle a gardé cette histoire secrète pendant un bon moment étant donné qu'elle voulait pas que ça se sache. Et surtout nuire à la relation qu'elle a avec sa meilleure amie. Donc là, c'est vraiment une histoire exclusive pour nous. Elle en a jamais parlé autour d'elle. Puisque au moment de cette histoire, elle a peur que si elle en parle, ça implique les services sociaux. Et puis le temps est passé, puis elle s'est dit que ça servira à rien d'en parler, que de toute façon, il vaudrait mieux que personne ne sache rien. Bref, tout ceci étant posé, on revient à Allison qui a 11 ans. Alors oui, elle sait que toute cette histoire peut paraître surréaliste, mais ça s'est bien passé. En premier lieu, il faut savoir qu'Allison est à l'école primaire au Canada en K6. Puisqu'apparemment, à cette époque-là, c'est une enfant plutôt maladroite. Elle a un autisme de haut niveau et même si ses notes sont excellentes, eh bien son fonctionnement social est terne. Ce qui l'amène à avoir un groupe d'amis assez petit. La mère d'Allison est très protectrice envers elle. Elle la surveille comme un faucon. Et donc à ce moment-là, Allison est très naïve. Entre autres, Allison ne comprend pas pourquoi sa mère ne l'autorise pas à aller chez d'autres amis. Ou encore, elle ne comprend pas le fait que ses amis aient des problèmes avec leurs parents. Ce qui fait que Allison n'a jamais eu l'autorisation d'aller chez Cathy, sa meilleure amie. Bon, Allison, à cette époque-là, elle pense que sa mère l'a toujours interdit d'aller chez elle car la mère de Cathy est en surpoids extrême et que si jamais il se passe quelque chose, elle pourrait pas faire grand-chose. Cependant, la maison de Jessie, son autre meilleure amie, n'est qu'à quelques pâtés de maison de l'école. Et les deux filles ont l'habitude de se retrouver là-bas. Les parents de Jessie sont divorcés et sa mère est sourde et muette. La mère d'Allison communique alors avec la mère de Jessie par note. Et en vrai, il n'y a jamais eu de problème. Et du coup, à un moment, Allison a commencé à aller chez elle. Bon, au début, lorsqu'Allison a commencé à y aller, il faut savoir que la mère de Jessie, elle vivait avec son petit ami, ainsi que les parents de son petit ami. Et là, il y a encore une chose à savoir dans cette maison, c'est que tout le monde est sourd à l'exception de Jessie et de son jeune frère. Alors, ils sont pas complètement sourds, mais leur ouïe est quand même très limité. Un jour, comme les autres, Allison est partie chez son ami. Et à ce moment-là, dans la maison, il y avait juste la mère de Jessie et son petit ami. Bon, là, je sais, l'histoire paraît plutôt banale, mais t'inquiète pas, ça commence. Puisque le petit détail que je t'ai pas dit, c'est quand Allison elle rend visite à Jessie, eh bien les parents de Jessie les enferment au sous-sol. Enfermés, sous-sol, normalement ça va pas ensemble. Et le truc c'est qu'ils les enfermaient pendant toute la nuit. Bon, Allison nous précise que le sous-sol est quand même un petit peu aménagé. C'est pas non plus un débarras total. Donc au début, les deux filles trouvent ça plutôt cool étant donné qu'elles ont beaucoup de liberté. Mais comme je vous l'ai dit, elles sont enfermées au sous-sol. Les parents de Jessie ferment à clé et du coup elles ne peuvent pas sortir, logique. Sauf qu'une fois, la mère de Jessie a oublié de fermer la porte à clé. Les deux filles ont alors décidé de pousser la porte et elles ont pu voir que les parents étaient en train de planquer des seringues sous la table. Bon, effectivement, à ce moment-là des faits, elles sont quand même très jeunes. Mais bon, elles sont pas bêtes non plus et elles ont compris qu'elles ont vu quelque chose qu'elles n'auraient jamais dû voir. Et que quelque chose de très mal allait arriver. À partir de ce moment-là, la mère de Jessie a décidé qu'elle ne pouvait plus aller au sous-sol. Elle leur a alors donné un autre endroit pour dormir, le garage. Bon, le garage, il est rempli de tapis et de canapés. Et bien évidemment, elles sont enfermées également dans le garage. Comme ça, ils ne peuvent pas déranger les parents pendant leurs activités. Bon, les deux filles sont plus ou moins petites et parfois, oui, elles ont besoin d'aller aux toilettes. Et là, autant vous dire que commence une véritable galère. Elles peuvent sortir par la porte du garage qui donne directement vers le jardin, mais pas la porte du garage qui donne dans la maison. Elles se retrouvent maintenant dans le jardin et doivent faire le tour de la maison pour frapper à une fenêtre. Tout ça pour que le petit frère de Jessie, qui est quand même plus ou moins malentendant, vienne leur ouvrir la fenêtre et qu'elles passent à l'intérieur pour enfin aller faire pipi. Ce qui fait que parfois, elles doivent taper pendant des heures pour espérer enfin pouvoir pisser. Mais bon, comme je vous l'ai dit, les filles sont jeunes et elles ont l'impression de jouer les grandes. Vu qu'étant donné, vous l'avez compris, elles ont beaucoup de liberté. Et à ce moment-là, elles comprennent pas vraiment que tout ça est vraiment dangereux. Ce qui fait que Allison n'en parle vraiment pas à sa mère étant donné qu'elle kiffe. Une nuit, elles font alors une soirée pyjama normale. Elles jouent au Pokémon, discutent et jouent. Tout ça en attendant que la mère de Jessie sorte la pizza du four. Sauf qu'en arrivant dans la maison, la mère de Jessie a dit à Allison qu'elle allait faire à manger aujourd'hui. Et autant vous dire que ça fait des heures qu'elles sont en train d'attendre la pizza. Il doit être environ minuit et Jessie a vraiment envie de faire pipi. Puisque oui, je vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas d'heure de coucher dans la maison, c'est vraiment le dawa. Bon, Jessie elle attend pendant pas mal de temps que sa mère rapporte la pizza et comme ça, elle en profitera pour aller aux toilettes. Mais comme je vous l'ai dit, elle vient pas du tout. Du coup, Jessie sort dans le jardin et essaye de réveiller son petit frère. Allison
quant à elle, est toujours dans le garage et elle sait que ça va lui prendre pas mal de temps à revenir. Mais non, Jessie va revenir plus tôt que prévu dans le garage. Et quand elle revient, elle verrouille la porte qui donne sur le garage. Elle a l'air totalement paniquée. Jessie dit alors à Allison qu'elle a frappé à la fenêtre pour essayer d'attirer l'attention de son frère. Mais au moment où elle a commencé à frapper à la fenêtre, elle a entendu un bruit venant du buisson, à côté de la porte menant à la cour avant. Jessie a alors pu voir un homme sortir du buisson, comme s'il attendait quelque chose. Elle a complètement bugué et l'a regardé pendant une petite minute. Tout ça avant de réaliser ce qu'elle était vraiment en train de voir. C'est un homme de grande taille, entièrement vêtu de noir. Cet homme va alors lui dire d'un ton taquin: « Est-ce que t'arriveras à t'enfuir avant que je t'attrape ?» Jessie s'est retournée et s'est reculée très lentement et a commencé à sprinter en direction du garage. Elle a alors pu entendre l'homme courir derrière elle. Jessie raconte ce qu'elle a vécu à Allison et au début elle pense littéralement que c'est une vaste blague. Donc elle commence à rire et à lui dire d'arrêter de faire l'idiote. Puis elles ont pu entendre le bruit d'une poignée que l'on essayait de forcer. Pire encore, elles peuvent entendre un bruit métallique comme si quelqu'un essayait de gratter la poignée. Il est littéralement en train d'essayer de crocheter la serrure. Les deux filles sont restées dans une peur absolue pendant un moment. Puis elles ont alors saisi des objets totalement pathétiques qu'elles ont trouvés dans le garage pour se défendre. Quand d'un coup, les bruits se sont arrêtés brusquement. Il faut savoir qu'il n'y a aucune fenêtre dans le garage. Et sur la porte, il n'y a même pas d'œilleton. Ce qui fait que les filles ne réalisent pas du tout ce qui est en train de se passer. Elles attendent environ 10 minutes sans savoir où est cette personne. Quand bien même, est-ce que cette personne est encore là? Et elles se demandent où est la mère de Jessie avec sa foutue pizza. Les deux filles sont alors restées à l'intérieur du garage terrifiées. Allison, elle a l'impression que cet homme n'a pas réussi à crocheter la serrure. Mais elle se demande alors qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Mais il n'y a aucun signe de cet homme. Au bout d'un moment, elles ont alors décidé de déverrouiller la porte et elles sont sorties dans le jardin. Les filles se sont dirigées vers la fenêtre du rez-de-chaussée et elles ont commencé à taper et à crier pour que le frère de Jessie vienne leur ouvrir. Et c'est là qu'elles ont entendu une voix presque chantante et moqueuse qui a dit « Eh bien, bonjour de nouveau !» Mais là, il n'y a pas un homme, mais bien 3 hommes. Ils sont tous habillés en noir. Celui qui parle est celui qui est placé au milieu. Les 3 hommes ont commencé alors à faire un pas en avant. Les filles ont alors de nouveau sprinté dans le garage. Elles se sont directement enfermées dedans. Mais Allison, elle peut clairement entendre que ces hommes les ont suivis, puisque maintenant ils sont en train de donner de violents coups de pied dans la porte. La porte est littéralement sur le point de céder quand d'un coup, les bruits se sont brusquement arrêtés. Apparemment, la mère de Jessie est sortie de la maison avec la putain de pizza. Et en sortant de la maison, eh bien elle a pu voir ces 3 hommes. Elle a directement couru à l'intérieur et prévenu son petit ami qui était avec 2 autres amis. Ils sont alors tous sortis de la maison armés jusqu'aux dents. Enfin ça, c'est ce que Allison elle suppose étant donné que elle est toujours enfermée dans le garage. Après ça, les filles ont passé une nuit tranquille dans le garage. Elles sont plus ou moins rassurées étant donné que tous les adultes sont dans le jardin ou bien même sur le toit avec des armes à feu. Apparemment, il y en a même un, il se prend pour un sniper sur le toit. Bref, la nuit s'est transformée en matin et tout s'est calmé. Autant vous dire qu'après ça, Allison n'est plus jamais restée chez Jessie pour des soirées pyjama. Jessie, quant à elle, a fini par confier ce qui s'était passé à ses grands-parents peu de temps après. À vrai dire, il a fallu quand même pas mal de temps à Allison pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Ils en ont jamais parlé à la police ou quoi, mais bon, Allison, elle est pratiquement sûre que ces hommes les auraient enlevés. Et d'ailleurs, pour le fin mot de l'histoire, Allison, elle a quand même une petite théorie là-dessus. Tout ça s'est probablement passé à cause de certaines dettes de la mère de Jessie et son petit ami. En gros, prenez pas de drogue, c'est mieux. Ça, c'est mon petit tip, c'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Bonjour à tous, j'ai 21 ans et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a de ça quelques mois. L'histoire prend place à Lyon en hiver. Mon copain et moi étions allés dîner au restaurant. Le repas fini, vers 22 h, nous quittons les lieux pour nous diriger vers le métro. À notre arrivée dans le wagon, je remarque un homme assis. L'air nonchalant qui dévisage les personnes présentes dans le compartiment. J'y prête pas forcément plus attention que ça. Nous nous levons pour sortir et je ressens une petite sensation de malaise. Je me retourne et je constate que l'homme nous regarde. Nous prenons notre correspondance pour arriver à l'arrêt le plus proche de chez nous. L'homme entre dans le même wagon que nous, puis au moment de descendre, je ne le vois plus. Nous nous dirigeons sur une rue mal éclairée. Nous attendons au passage piéton. Le petit bonhomme est en rouge. J'entends quelqu'un se rapprocher derrière nous et s'arrêter à quelques mètres.
Je me retourne et j'entrevois l'homme du métro. Mon copain ne semble pas trop préoccupé de ça. Alors je me dis que certainement j'imagine des choses. Je n'ose pas lui demander ce qu'il en pense car au moment de traverser, l'homme est vachement proche de nous. Nous nous engageons dans une autre rue peu fréquentée et l'homme marche toujours derrière nous. Mais beaucoup trop proche. Vous savez, comme quand quelqu'un trépigne derrière vous pour passer. Je me décale plusieurs fois pour essayer de le laisser nous doubler mais c'était visiblement pas son intention. Mon copain me regarde et on se comprend. Quelque chose n'est pas normal. On décide de bifurquer dans une autre ruelle qui permet de rejoindre un cours fréquenté. Il est peu probable que l'homme prenne ce même chemin. Et pourtant, l'homme est toujours sur nos pas, à moins d'1 mètre de nous. C'est vraiment très oppressant. On comprend très bien qu'il nous suit, mais on n'en parle pas plus. Je commence alors à parler de notre chien féroce qui nous attend à la maison. En vrai, il est très gentil, mais je me suis dit que ça ferait peut-être passer l'envie à un individu de venir jusqu'à chez nous. Et apparemment, l'homme n'a pas été effarouché. Je m'inquiète car il aurait eu sans occasion de nous agresser ou de nous détrousser s'il le voulait, étant donné que nous étions dans des ruelles vides et sombres précédemment. Et puis quel individu seul irait suivre 2 personnes dont un homme? Je me le dis qu'il est sûrement armé ou fou. Et ça me fait un peu peur. Nous ne nous retournons pas. Nous faisons comme si de rien n'était et parlons de banalité. Lorsque je passe près des voitures stationnées le long de la route, je regarde dans le reflet des vitres pour voir ce qui se trame derrière nous. Il marche vraiment presque collé à nous. On aurait pu faire volte-face pour lui demander des comptes. Mais le feeling était vraiment très mauvais pour nous deux et on sentait que c'était pas du tout la meilleure des choses à faire. On approche de notre appartement et je me dis qu'il ne doit absolument pas nous suivre jusqu'à chez nous. Nous suivant de très près, il pourrait bien s'introduire avec nous dans notre bâtiment pour faire je ne sais quoi. Malheureusement, la plupart des boutiques sont fermées à cette heure tardive. Mais par chance, un restaurant est encore un petit peu rempli. Je m'écris alors « Allez, prenons un dessert !» Le restaurant se trouve dans un angle de rue. Nous tournons vite en sa direction et nous nous engouffrons dans le restaurant. L'homme va alors brusquement s'arrêter devant la porte. Il fait quelques pas en direction de la vitrine et devient immobile. Il me regarde fixement dans les yeux avec un air mécontent. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire un petit sourire pour le narguer car j'étais contente d'avoir réussi à nous mettre en sécurité dans le restaurant. Il est parti dans la même direction de là où on venait. Depuis la vitrine, je le voyais encore. Il a ralenti et semblait nous attendre un moment. Puis il a disparu pour ne plus jamais se montrer. Nous avons alors appelé des amis pour qu'ils viennent nous récupérer en voiture et nous poser chez nous. Nous ne l'avons jamais rencontré de nouveau et nous n'y tenons pas spécialement. On ne saura donc jamais ce qu'il nous voulait, même si je doute que ça soit du bien. C'est ainsi que se termine ce premier thread. Alors oui, on est d'accord, il leur voulait carrément quelque chose. À moins que le mec il s'est levé le matin et il s'est dit tiens, mon objectif aujourd'hui c'est de suivre un couple dans la rue. Et ça pendant 45 minutes, comme ça je les fais bien flipper. On est d'accord qu'on va écarter cette théorie hein. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Clément. À cette époque, il n'a que 9 ans. Mais il se souvient très bien de ce qu'il s'est passé. Ce jour-là, Clément, il est en vacances de printemps. Il est avec son frère et ils sont tous les deux seuls dans la maison. La mère de Clément est au travail et puis de toute façon, Clément et son frère savent comment prendre soin d'eux. Et puis de toute façon, si jamais il y a un problème, il y a un ami de sa mère qui habite en bas de la rue. Donc si jamais il y a vraiment quelque chose, eh bien cet ami peut simplement venir à la maison. Clément et son frère sont jeunes et ils s'amusent et jouent à la PlayStation. Ils s'amusent, ils se font des gros kiffs, ils jouent à Minecraft, ils construisent de tout et de rien. Ils se font vraiment des kiffs, enfin bref, c'est le principe des vacances. Le truc c'est qu'il faut savoir une chose, le frère de Clément, il a que 1 an de plus. Donc si jamais tu fais les calculs, ça fait qu'il a 10 ans, 9 plus 1. Bon, à un moment, Clément, il se lève étant donné qu'il a soif, il veut aller chercher un petit verre. Et notre cher Clément National, eh bien il a une petite habitude quand il va dans la cuisine. Il aime bien regarder par la fenêtre, puisque la fenêtre de sa cuisine donne directement sur la forêt derrière la maison. Il attrape alors une bouteille d'eau dans le réfrigérateur puis regarde l'heure sur le four. Et il est minuit 23. Clément il a alors retourné dans le salon pour dire à son frère qu'il est minuit passé et que bon, ils vont devoir aller faire semblant d'aller se coucher étant donné que la mère elle va pas tarder à arriver. Étant donné que les horaires de la mère sont assez variables. Elle peut rentrer de minuit à 3h du matin. Son frère lui a alors fait un petit signe de la tête et il a éteint la PlayStation 4. Les frères commencent alors à nettoyer le salon et discutent de ce qu'ils vont pouvoir faire le lendemain sur Minecraft et de ce qu'ils vont pouvoir bien y construire. Clément, il est sur le point de prendre une tasse qui contient du chocolat, quand d'un coup, il entend un bruit de verre brisé. Là, les deux frères se sont directement mis à crier, ce qui, bien évidemment, a aggravé la situation. Clément tourne la tête en direction de la fenêtre et là, il a commencé à voir une silhouette se pencher vers la vitre pour regarder à l'intérieur de la maison. Clément peut voir des yeux ronds et une bouche terrifiante avec un sourire
horrible sur les lèvres. Heureusement, les frères ils ont directement un réflexe, c'est d'aller se cacher sous la table. Mais au même moment où ils ont décidé de faire ça, eh ben ils ont également jeté les objets qu'ils avaient dans leurs mains. Ce qui fait que c'est tombé au sol et du coup ça a fait pas mal de bruit. Le frère de Clément s'est directement rendu compte de leur connerie et il est allé dans la cuisine et a attrapé un couteau. Pendant ce temps-là, Clément il a décidé d'aller dans la salle de bain et il crie à son frère de venir avec lui. Il l'attend et quand il est enfin arrivé, il claque la porte et la verrouille. Une fois qu'ils sont tous les deux dans la salle de bain, Clément s'est retrouvé assis dans la baignoire et a envoyé un texto à sa mère. Elle a directement répondu « Appelle mon ami, je suis sûr qu'il arrivera plus vite que moi et il s'assurera que tout va bien ». Clément il sait très bien qu'à ce moment-là il aurait plutôt dû appeler le 911. Mais il a trop peur de parler à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc il a décidé d'appeler l'ami de sa mère. Clément l'appelle et il essaye de lui expliquer. Mais c'est plutôt dur étant donné qu'il est en train de pleurer. Je pense que l'ami a plus ou moins compris ce qu'il essayait de dire étant donné qu'il est en direction vers leur maison. Il a conduit jusqu'à Clément, il a fait le tour de la cour et vérifié toute la maison. Il a doucement frappé à la porte de la salle de bain après avoir tout vérifié. Voyant que les garçons ne répondent pas du tout, il s'est mis à crier « Les enfants, vous êtes toujours là? C'est moi, Joris, l'ami de votre mère, je peux rentrer ?» Clément il est directement sorti de la baignoire et il a doucement ouvert la porte. Et il l'a serré dans ses bras très fort. En fait, il veut absolument pas le lâcher. À ce moment-là, il a tellement peur que s'il le lâche et qu'il se recule et il se rend compte que cet homme n'est pas Joris. Mais bon, c'est nickel, c'est bien Joris et il leur dit qu'il a tout vérifié et qu'il a rien trouvé de suspect. Il les a alors escortés dans leur chambre et il est resté en bas des escaliers pendant quelques minutes pour s'assurer que tout allait bien puis il est enfin parti. Quand il est parti, il a crié en bas des escaliers que leur mère arrivait dans une dizaine de minutes. Même si Joris a vérifié toute la maison, eh bien Clément il tremble encore. Il est allongé sur son lit et en pleurs. Tellement il pleure, il a du mal à respirer. De plus, à ce moment-là, la chambre des frères n'a pas de porte. Et ça leur fait vraiment peur étant donné qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Les minutes passent et sa mère n'est toujours pas là. Clément il est avec son frère dans sa chambre quand d'un coup il entend des chuchotements. Au début il pense que c'est son frère qui se regarde un petit truc sur sa tablette. Il regarde son frère d'un petit peu plus près et non, il n'a pas du tout sa tablette avec lui. C'est tout l'inverse, il est même en train d'essayer de dormir. Au début Clément il trouve ça bizarre étant donné que leur chambre est quand même au 2e étage. Du coup il essaye d'ignorer ses voix mais elles ne partent pas du tout. Il se met alors à tendre un petit peu plus l'oreille histoire de voir ce que ces personnes peuvent bien chuchoter. Il peut alors entendre quelqu'un qui semble dire « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Après ça, il peut entendre cette personne dire de nouveau « Je voudrais juste être ami avec eux ». En entendant ça, Clément il est terrifié. Il veut pas du tout aller à la fenêtre pour voir s'il y a bien quelqu'un en dessous de sa fenêtre. Les voix vont commencer comme ça pendant un petit moment quand d'un coup, il peut entendre une voiture arriver dans l'allée. Clément prie de toutes ses forces et regarde enfin par la fenêtre. Et oui, c'est bien la voiture de sa mère. Il sort alors de sa chambre, dévale les escaliers comme jamais, il saute dans les bras de sa mère et ne la lâche pas pendant plus de 4 ans. Bon, c'est faux, mais ça a quand même bien duré 2 minutes le petit câlin. Attends, c'est pas tout, étant donné que la mère de Clément, elle en a parlé un petit peu autour d'elle. Et justement, il y a même pas une semaine, elle a appris qu'il y a eu un enlèvement d'un petit garçon dans le quartier. Du coup, malheureusement, elle se dit que ce gars était sûrement pas là pour rien. Après cette soirée-là, Joris venait tous les soirs pour surveiller les enfants. Et devinez quoi, 2 soirs après, Joris a pu voir un homme étrange rôder autour de la maison. Et quand je dis rôder, il est venu à plusieurs reprises autour de la maison. Et il se mettait à regarder à l'intérieur. À chaque fois, Joris sortait pour le faire fuir. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Donc là, autant vous dire qu'il n'y a plus de doute. Le gars voulait clairement les kidnapper. Et ben je peux vous dire que heureusement il n'y est pas arrivé. Oui, c'est quand même mieux, oui, je suis d'accord. L'histoire que je vais vous raconter, elle est toute fraîche, elle s'est passée il y a quelques jours, ça a commencé le vendredi 19 août. À ce moment-là, Linda reçoit un message de son amie qui lui propose de faire une sortie avec d'autres amis qu'elles ont en commun. Linda lui répond que yes, elle peut venir. Avant de partir de chez elle, elle appelle son amie et elle reste pendant 10 minutes à discuter comme ça jusqu'à ce que son bus arrive. Bon, pendant qu'elles sont au téléphone, l'autre amie, elle était en train de promener son chien. Cette amie est rentrée chez elle et elle a commencé à se faire à manger. Puis au bout d'un moment, pendant la conversation, son amie lui dit « Il y a quelqu'un qui essaye de rentrer chez moi. Il essaye de forcer ma porte. » Apparemment, il faut savoir que cette amie, justement, elle habite dans un quartier pas super bien fréquenté. Et là-bas, apparemment, c'est plutôt normal de forcer les portes des gens. Mais justement, pendant ce temps-là, le bus de Linda arrive et elle dit alors à son amie « Bon allez, je dois te laisser, il y a mon bus, à tout à l'heure et évite d'être en retard cette fois-ci. » Linda monte alors dans le bus pour rejoindre le lieu de rendez-vous. Et sur le lieu du rendez-vous se trouve Lisa, une autre amie. Il y a vraiment tout le monde qui est en retard. Elle décide donc d'avancer, d'aller rejoindre les autres à un autre point de rendez-vous un petit peu plus proche de chez elle. Et justement, à l'autre point de rendez-vous, Linda, elle peut voir Léra avec qui elle était plutôt en appel.
Et Lyra, elle paraît vraiment paniquée. Mais bon, Linda apparemment elle se dit que c'est pas grave et elle laisse couler. Tout le petit groupe part alors faire une journée bowling. La journée se passe et Lyra lui propose alors de venir dormir chez elle. Linda, elle accepte, mais elle lui dit qu'avant ça, eh bien, elle doit rentrer chez elle pour prendre des affaires. La soirée se passe bien, pas de problème. Elle ne reparle surtout pas du gars qui a essayé de défoncer la porte. Et pendant toute cette soirée-là, elles vont être toutes seules. Puisque petit détail, le père de Lyra, il est très rarement chez lui. Il est très souvent en déplacement ou bien chez la tante de Lyra. Le lendemain, elles se réveillent et elles peuvent voir le père de Lyra qui est rentré et qui leur dit « Je pars en Pologne, je reviens demain vers 13h, 14h. N'oubliez pas de sortir le chien ce soir. » Bon, les filles vont passer toute la journée sur leur téléphone. Elles se font des petites crèves, enfin bref, des trucs assez cool. Puis vers 21h, elles se disent qu'elles doivent sortir Mikey. Mikey, c'est qui? C'est le petit chien. Du coup, elles décident de prendre des lampes torches et elles descendent en bas de l'immeuble. En sortant de l'immeuble, il y a une forêt avec des maisons et des voitures abandonnées. Et justement, là-bas, il y a pas mal de gens qui vendent des petites substances. Alors les filles, elles rigolent un petit peu, elles se disent que justement, elles auraient peut-être dû prendre des couteaux. Mais Linda regarde son amie et lui dit « Bon, de toute façon, qu'est-ce qui pourrait nous arriver ?» Du coup, elles décident de s'aventurer dans la forêt. Mais à un moment, dans leur balade, elles peuvent entendre des bruits bizarres. Lyra pointe alors sa lampe torche vers les bruits. Et oui, effectivement, il y a bien quelque chose. Mais au début, elles se disent que c'est sûrement un animal. Mais quelques secondes après, elles vont voir que ce n'est pas ça du tout. C'est un humain qui est sorti de là et il court à toute vitesse. Alors, sans rien se dire, les filles sont reparties en arrière et ont couru pour rentrer chez elles. Une fois remontées, elles paniquent. Directement, les filles se sont dit que le père de Lyra est russe et forcément il doit planquer des armes chez lui. Bon, c'est un petit préjugé de la part des filles, mais apparemment, c'est bien vrai. Il cache effectivement des armes chez lui. Et justement, elles en ont pris une ou deux. Et en même temps, elles vont alors se créer un code. Comme ça, s'il y a le moindre problème, eh bien elles pourront dire ce code. Linda ne se sent vraiment pas très bien, donc elle décide d'aller dans la chambre pour se reposer un peu. Lyra, quant à elle, se lève pour aller préparer le repas. Mais à un moment, Lyra, elle dit à voix haute le code. Bon, malheureusement, en vrai, il se passe rien, c'est juste qu'elle a pas envie d'être toute seule. Linda est donc sortie et elle est dans la cuisine pour lui tenir compagnie. À un moment donné, le chien s'est mis devant la porte d'entrée car il y a du bruit sur le palier. Linda rassure le chien comme elle le peut et tous ensemble, ils vont alors se caler sur le canapé. Elles se mettent un petit film mais au moindre bruit, elles coupent le son du film. Et elles se mettent à écouter étant donné qu'elles sont en flip total. Quelques temps après, elles coupent le film et vont dormir. Enfin, à vrai dire, elles commencent à partir dormir. Puisqu'au moment d'y aller, elle peut entendre que quelqu'un essaye d'ouvrir la poignée de la porte. Elle se retourne alors et en plus d'entendre quelqu'un essayer d'ouvrir la porte, eh bien elles peuvent voir qu'effectivement il y a bien quelqu'un qui essaye de tourner la poignée. Bon, à ce moment-là, elles décident de garder leur sang-froid, d'aller dans la chambre et de prendre leurs armes avec elles. Le lendemain matin, elles se réveillent et en regardant par la fenêtre, elles peuvent voir qu'il y a pas mal de monde dehors. Elles en ont donc profité pour sortir Mikey histoire qu'il puisse se dégourdir les jambes. Sauf qu'au moment de sortir de l'appartement sur le paillasson, eh bien elles ont pu voir un mégot de cigarette. Et autant vous dire que Linda ne fume pas et Lyra non plus. Et qu'on soit d'accord, encore moins le chien. Elles font alors la petite balade du chien et rentrent. Vers 14h, le père est rentré à la maison. Mais elles ne lui ont rien dit histoire de ne pas l'inquiéter. Après ça, les deux filles ont mangé et sont parties en ville. Et au bout d'un moment, Linda, elle décide de rentrer chez elle. Mais elle est quand même très mal pour Lyra étant donné que elle va rentrer chez elle et c'est vraiment pas ouf là-bas. Linda décide donc de lui prêter sa paire de ciseaux. Comme ça, au moins, elle pourra se défendre. Elle a mis son téléphone sur volume maximum au cas où si Lyra a un problème. Elle prend le bus et Linda arrive chez elle. Et au moment où elle arrive chez elle, Lyra l'appelle en panique. Et puis là, elle y va. Elle dit le code, elle dit le code, elle dit le code. Elle est en train de dire à Linda que quelqu'un est vraiment en train de la suivre. Elle se trouve à côté de la forêt qui est proche de son bâtiment. Linda lui dit qu'elle va rester au téléphone avec elle jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Lyra arrive enfin à rentrer chez elle et malheureusement son père n'est déjà plus là. Mais ça va, cette soirée-là, rien ne s'est produit de plus. Quelques jours vont alors passer. Et justement, il y a quelqu'un qui vient toquer à la porte de chez Lyra. Sauf que cette fois-ci, le père il était là. Et autant vous dire qu'il fait 1m95 et qu'apparemment il est hyper baraqué. Il se rapproche alors de la porte d'un pas déterminé et l'ouvre d'un ton sec. Il dit alors putain c'est qui? Sauf que quand il a ouvert la porte, il n'y avait plus personne. Juste il peut entendre des bruits de pas dans les escaliers de quelqu'un qui est en train de les dévaler à toute vitesse. On refait un petit bond, on est le 26 août et cette fois c'est Linda qui est toute seule chez elle. Et maintenant elle peut entendre que quelqu'un essaye de rentrer là où elle habite. La poignée de la porte d'entrée bouge toute seule. Linda essaye de se calmer du mieux qu'elle peut. Elle appelle plein de gens histoire de ne pas paniquer. Elle va dans sa chambre et s'enferme, puisqu'elle peut entendre des bruits de pas dans son jardin, suivi d'un bruit de quelqu'un qui saute son portail.
Le lendemain, elle est sortie dans son jardin et elle a pu voir qu'il n'y avait rien. Sauf effectivement de l'herbe écrasée qui indique que quelqu'un est vraiment passé par là. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Bon, pendant l'histoire, j'ai rien dit sur le fait que Lyra, elle appelle sa copine pour lui dire « Il y a quelqu'un qui essaye de rentrer chez moi ». Et Linda lui répond simplement « Ouais, c'est cool, mais sois pas en retard au rendez-vous au fait. Hein. » Sympathique l'amitié, ça fait plaisir. Hein. Sachant qu'après, quand elle était avec elle, elle avait pas du tout ce même discours. Hein. Bref, ça peut arriver, mais en tout cas, Lyra, j'aimerais bien qu'elle déménage. Ça a vraiment pas l'air fou là où elle habite. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mathilde. Et cette histoire se passe le soir d'Halloween. À l'époque des faits, elle a 11-12 ans et tout va commencer alors qu'elle est avec sa sœur et une autre amie. Elles ont décidé de faire le tour du quartier afin d'explorer les endroits où elles peuvent aller chercher des petits bonbons. Comme je vous l'ai dit, il y a Mathilde, sa sœur et sa meilleure amie. Ce soir-là, elles font tranquillement le tour du quartier jusqu'à ce qu'elles arrivent à un chemin assez sombre et perdu. Les trois filles s'avancent dans cette direction. Et forcément, au bout d'un moment, Mathilde commence à ressentir un mauvais feeling. Comme si elle sentait que quelque chose ne tournait pas rond là où elles étaient. Mathilde a donc demandé aux autres si elles pouvaient aller voir ailleurs car ici il n'y avait rien d'intéressant. Mais au moment où elles ont voulu partir, il y a deux camionnettes qui sont arrivées assez lentement à leur hauteur. D'ailleurs, l'une des camionnettes était blanche. Et là, Mathilde elle a du nez. Elle sent que c'est pas du tout bon. Elle décide donc de faire signe aux autres de la suivre. Elle recule alors jusqu'à une sorte de chemin rempli de poubelles. Et apparemment, ça forme comme une sorte de labyrinthe. Mais au moment où Mathilde décide de faire demi-tour pour reprendre la route principale, la porte de l'une des deux camionnettes s'ouvre du côté où elles ne peuvent pas voir. De peur, Mathilde va prendre la main de sa petite sœur et de sa meilleure amie et va décider de courir dans le grand labyrinthe. Malheureusement, en courant, Mathilde et sa sœur ont perdu la meilleure amie. Et pendant leur course, la sœur de Mathilde est épuisée. Elle décide alors de se cacher derrière une poubelle. Elles attendent un peu et pendant cette attente, Mathilde a pu apercevoir le visage d'un des gars dans la camionnette. Mais malheureusement, les gars sortis de la camionnette ont commencé à se mettre en mouvement. Elle va alors nous décrire celui qui était le plus flippant. Elle va alors nous décrire celui qui hante ses nuits. Cet homme portait un masque de lapin avec une batte de baseball dans la main. Et autant vous dire qu'elle s'en souvient très bien étant donné qu'il était très proche de là où elles étaient cachées. Elle attend patiemment avec sa sœur. Elle essaye de se rassurer en silence. Et dès que Mathilde entend que cet homme est parti, elle recommence alors sa course en prenant des chemins étroits. Et apparemment, au bout de ce labyrinthe, il y a une porte qui mène directement au parc de son quartier. Mathilde et sa sœur passent la porte rapidement et elles sortent enfin de cet enfer. Et elles peuvent voir au loin leur meilleure amie qui est déjà sortie de là. Elles vont alors rentrer chez elles. Et le lendemain soir, elles décident de continuer la chasse aux bonbons. Pendant leur marche, les trois filles passent devant un buisson. Et au moment où Mathilde passe devant ce buisson, elle remarque qu'il y a une personne qui est dedans. Forcément, elle recule directement et le gars se met à sortir de ce buisson. Le gars est vêtu d'un costume de clown et il porte dans la main un couteau. Quand elle a vu ça, Mathilde elle a directement crié de toutes ses forces et elle a pris pareil les mains de ses petites copines. Et elles ont couru comme des folles. Apparemment, quand elle a regardé en arrière, le clown ne les a pas suivis. Et c'est même le contraire, il est parti dans le sens opposé. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Alors attention, là moi je mets un petit disclaimer. La partie 1 de l'histoire, je me dis pourquoi pas. Mais le truc c'est quand elle me dit ouais le lendemain on a refait la chasse aux bonbons. Alors déjà normalement le premier jour d'Halloween en France pour avoir des bonbons bah faut se lever tôt. Mais là elles ont carrément fait le lendemain et il y avait encore des mecs qui jouaient le jeu. Encore le soir d'Halloween qu'il y ait des mecs qui fassent des pranks et tout, ça je peux y croire. Le lendemain c'est que les mecs ils ont quand même un grain. D'ailleurs, du coup, petit disclaimer. Au cas où, je préfère vous le rappeler, mais les threads d'horreur que vous écoutez sur YouTube, eh ben on sait pas forcément si c'est vrai. Donc même si dans le titre il y a écrit réel, vrai, ou ouais ça a été écrit sur Reddit, du coup c'est forcément des histoires vraies, eh ben je préfère vous dire que non, on n'en sait rien. La personne elle a peut-être écrit un truc et puis voilà. On espère donc que ce que les gens ils écrivent sur Reddit c'est vrai et que voilà. Mais on n'est pas garanti à 100%. Et même parfois quand on entend ouais mais c'est l'histoire d'un abonné. Tant qu'on n'a pas de photos ou vidéos, bah c'est dur de dire que c'est effectivement authentique. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Victoire. À cette époque-là, Victoire a 13 ans. C'est l'été et toute sa famille s'est réunie dans la grande maison de ses grands-parents. Un soir, les parents de Victoire, ils ont décidé qu'avec les grands, ils mangeraient tous au restaurant. Ils vont alors laisser la garde des plus petits à Victoire et à sa grande sœur Luna qui a 16 ans. Au début de la soirée, tout se passe bien. Elle mange devant un film pour enfants avec les petits cousins. Mais vers 21h vient l'heure imposée par l'oncle de Victoire pour aller coucher les petits. Mais bon, les deux grandes sœurs sont plutôt cool et elles décident de laisser les enfants lire un petit peu.
Juste la petite consigne, c'est que si les parents reviennent, ils doivent absolument faire semblant de dormir. Les enfants sont donc à l'étage, Victoire et sa sœur regardent la télé dans le salon du rez-de-chaussée. Au bout d'un moment, Victoire elle se dit qu'elle va aller se changer, du coup elle se rend en direction de la salle de bain. Et pendant qu'elle y va, elle peut entendre une voiture se garer dans l'allée. Mais bizarrement, la lumière automatique ne s'allume pas. Alors que bon, elle aurait dû s'allumer depuis un petit moment. C'est comme si les adultes étaient restés dans la voiture. Et que par conséquent, ils n'avaient pas déclenché la lumière automatique. Victoire décide alors de regarder à la fenêtre. Et elle aperçoit une silhouette marcher dans leur jardin qui longe la haie pour que personne ne puisse le repérer. Tout de suite, Victoire elle panique et elle verrouille la porte de la salle de bain là où elle se trouve. Elle éteint carrément la lumière et elle prie pour que cette silhouette ne l'ait pas vue. Mais malheureusement, Victoire réalise trop tard qu'elle a laissé sa sœur dans le salon et que les petits cousins sont à l'étage. Et quand je vous dis que c'est trop tard, c'est car elle entend la porte de la véranda s'ouvrir. Victoire est en panique totale et elle est au bord des larmes. Elle sait que sa famille est en danger et elle est impuissante, elle ne peut rien faire pour eux. Elle est tétanisée car elle peut entendre quelqu'un dans le salon et que la télé vient de s'éteindre. Puisqu'effectivement, je vous le rappelle, Luna est normalement dans le salon. Victoire va alors grimper sur le lavabo de la salle de bain et elle sort par la fenêtre qui débouche sur le toit du garage. Depuis le toit du garage qui est aussi grand que celui d'une toute petite maison, elle peut voir la fenêtre de la chambre de ses cousins. Et heureusement, il n'y a aucune lumière allumée. Alors, elle sait pas si c'est vraiment censé la rassurer, mais elle se dit que peut-être ils ont entendu l'intrus et ils se sont cachés. Victoire est alors restée là plusieurs minutes sur le toit du garage. Mais à vrai dire, elle nous dit qu'elle a plus l'impression que ça a duré pendant des heures. Soudain, elle a entendu des sirènes de police. Elle fonce alors vers la fenêtre pour re-rentrer dans la salle de bain. Elle sort de la salle de bain et se rue dehors en direction de la voiture de police. Elle est vraiment soulagée. À ce moment-là, Victoire, c'est la première fois qu'elle est vraiment heureuse de voir la police. Quelques minutes plus tard, alors qu'une policière lui pose des questions, les officiers qui étaient rentrés dans la maison un petit peu plus tôt sont ressortis avec les cousins et sa grande sœur. Bien évidemment, quand ils sont sortis, ils ont donc expliqué leur version des faits. Apparemment, c'est Luna, la sœur de Victoire, qui a appelé la police. Comme Victoire, elle a pu remarquer qu'il y avait une voiture qui était venue dans l'allée. Et elle aussi, également, elle a compris que quelque chose n'allait pas. Du coup, elle a regardé et elle a pu voir qu'il y avait un homme dans le jardin. Elle en a alors profité pour aller se planquer. Et justement, elle aussi, elle a pu entendre cet homme s'asseoir dans le canapé et éteindre la télé. Et de leur côté, les petits cousins, eh bien, ils ont éteint la lumière étant donné qu'ils pensaient que c'était les parents. Bien évidemment, en entendant les sirènes de police, l'intrus est sorti par là où il était rentré. Mais dans sa fuite, il a laissé sa voiture dans l'allée. Et ce que les policiers ont trouvé était vraiment bizarre. Le coffre de la voiture était tapissé de plastique. Les parents de Victoire sont rentrés 15 minutes après. Et je peux vous dire qu'ils ont tous dormi à l'hôtel durant une semaine. Et oui, effectivement, ils craignaient vraiment que ce mec revienne dans la maison. Malheureusement, Victoire n'a jamais eu plus de nouvelles de ça de la police étant donné que l'investigation n'a pas été très loin. Alors je suis pas un expert scientifique ou quoi, mais bon, le coffre qui est tapissé de plastique, c'est quand même très bizarre. On a déjà entendu parler de ça un petit peu dans les true crime et quoi, et ça annonce rien de bon. L'histoire que je vais vous raconter, elle s'est passée il y a pas mal d'années. Une vingtaine d'années d'ailleurs. À ce moment-là, Paul n'a que 8 ans. Mais il s'en souvient encore très bien car cette histoire l'a énormément marqué. Il vit à l'époque dans une station balnéaire appelée Blackpill en Angleterre dans une modeste maison de 4 chambres. Bon, de ce qu'il nous en dit, le quartier est vraiment très calme. Tout le monde est vraiment dans le quartier en mode c'est détente. Mais bon, vous l'avez compris, on est dans un thread d'horreur donc tout cela va basculer. Il faut savoir que Paul est dans la même chambre que son frère. Ils ont un lit superposé et Paul occupe celui du haut. La chambre se trouve au premier étage à l'arrière de la propriété. Et justement, cette chambre donne sur le jardin arrière. Une nuit, alors qu'il dort tranquillement, il est réveillé par le bruit d'un verrou de fenêtre qui est en train d'être forcé. Il ouvre d'un coup les yeux et il regarde vers le bas du lit qui fait face à 4 grandes fenêtres. Paul, à ce moment-là, il se fiche d'horreur. Il ose même pas bouger de peur de voir quelqu'un, ce qui confirmerait qu'il n'est pas dans un rêve et qu'il ne dort pas. Il est donc resté là, immobile autant que possible. Il se ment à lui-même en se disant que ce n'est qu'un rêve. Et cette petite technique l'a soulagé pendant 1 minute qui semblait être une éternité. Mais le cœur de Paul a commencé à battre très fort. Et forcément, il comprend que tout ça n'est pas un rêve. Il garde les yeux fermés. Il reste toujours immobile à écouter cet intrus essayer de se faufiler jusqu'à la fenêtre suivante, puisqu'il peut entendre que ce gars ou ces gars n'arrivent pas à ouvrir la fenêtre. Mais maintenant, il y a une chose encore plus préoccupante qu'avant. Il peut entendre le bruit d'un tournevis ou quelque chose dans la main de cette personne. Et il peut clairement nous dire que cette personne est en train d'utiliser cet outil pour ouvrir la fenêtre. Sans bouger, Paul ouvre légèrement les yeux pour voir s'il peut distinguer qui est cette personne à la fenêtre.
Mais d'un coup, la lumière de sécurité à l'arrière de la propriété s'est soudainement déclenchée. Paul y panique totalement, il se dit que ce gars l'a sûrement vu. Mais à peine quelques secondes après, il n'a plus de doute. Il sait que ce gars l'a vu étant donné que leurs regards se croisent. La personne a des vêtements noirs et porte une cagoule assortie. Seuls ses yeux sont visibles. Et d'ailleurs, ses yeux ont un regard perçant. Mais il y a aussi une autre expression dans ses yeux, c'est de la surprise. Il ne s'attendait clairement pas à ce que l'éclairage s'allume tout seul. Cet homme reste alors figé et les deux se contentent de se fixer. L'homme ne bouge pas d'un pouce, il est maintenant assis et complètement étourdi. Paul le fixe également car il est tétanisé par la peur. Quand d'un coup, il saute immédiatement du haut de son lit. Il court dans le couloir et se met à crier pour que ses parents l'entendent. Une fois dans la chambre de ses parents, il essaye de leur expliquer ce qu'il a vu. Mais ses parents lui disent qu'il a sûrement fait un mauvais rêve. Et ils lui disent alors de retourner dans sa chambre. Mais Paul il leur dit que non, il n'y a pas moyen qu'il y retourne tout seul. Après quelques minutes, le père a enfin accepté d'aller enquêter, ce qui implique juste le fait de regarder par la fenêtre de sa chambre. Le père a jeté un bref coup d'œil à la fenêtre et il n'y avait personne. Paul s'est alors remis au lit, toujours tétanisé par la peur, puisque malheureusement maintenant Paul a une seule idée en tête. Et si l'homme n'était plus dehors car il aurait réussi à rentrer dedans? Il est peut-être dans la pièce actuellement. Il s'est même peut-être glissé confortablement dans l'armoire de Paul. Ou bien peut-être sous le lit. Le frère de Paul, quant à lui, il dort comme jamais donc il est d'aucune utilité. Paul décide de regarder à nouveau les fenêtres. Et il a pu remarquer quelque chose sur le loquet de la 4e fenêtre. Le loquet était laissé ouvert de l'intérieur. Ce qui veut dire qu'essayer de l'extérieur n'aurait pas été très dur. Paul a alors fermé les yeux et il se souvient que des larmes silencieuses ont coulé sur ses joues. Il se fait alors une petite réflexion. Si l'homme est dans la pièce, il sait que je suis réveillé. Et malheureusement, il en vient même à se dire des choses assez folles. Il se dit que cet homme peut lui faire très mal s'il le veut. Il décide alors de choisir une option. C'est de faire semblant de dormir. Et en essayant de faire semblant, eh bien il a fini par s'endormir vraiment. Le lendemain, il est réveillé par le bruit de son chat à l'extérieur qui miaule dans le jardin. La lumière du jour passe par la fenêtre. Et la chambre ne semble pas aussi effrayante que la nuit précédente. Prudemment, Paul s'avance vers la fenêtre de sa chambre. Et là, effectivement, il peut remarquer des marques autour de la serrure de la fenêtre de l'extérieur. Il peut effectivement voir que la peinture a été grattée, ce qui fait qu'il réalise que tout ça n'était pas un mauvais rêve. Le chat de Paul a alors de nouveau miaulé, et dehors, il a pu entendre du remue-ménage en dessous de lui dans le jardin. En se penchant un petit peu, il a pu voir 3 chiens de la police défiler, et un policier est en train de parler avec sa mère. Paul s'est alors précipité dehors, mais on l'a directement ramené dans la maison. Sa mère lui a également dit de ramener le chat à l'intérieur. Apparemment, l'expression sur le visage de la mère en disait long. Elle essayait clairement de cacher quelque chose à Paul. Une ambulance est arrivée peu de temps après. Au fil du temps, ils ont pu avoir des informations sur ce qui s'était passé. Apparemment, il s'est avéré que quelqu'un était rentré par effraction dans la maison voisine par les fenêtres de la chambre arrière. Le motif, vous allez me demander? Eh ben, à la base, un simple vol. Mais malheureusement, ce n'est pas tout car là-bas vivait une dame âgée. Et cette dame âgée a été retrouvée morte en bas de son escalier. Quant à la police, elle n'a jamais trouvé qui était le coupable. Paul a essayé d'expliquer ce qui s'était passé à sa fenêtre mais personne n'a voulu le croire. 6 mois après ces événements, Paul et sa famille ont quitté la maison. Bon, avec le recul, Paul y pense que ses parents ils s'en veulent quand même. Eh oui, ils l'ont pas écouté cette fameuse nuit. Et si jamais ils avaient agi différemment, peut-être que cette dame ne serait pas morte. Et même aujourd'hui, alors que Paul a 28 ans, ses parents ne veulent toujours pas parler de cette affaire. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, Paul il a dû esquiver le pire. Heureusement que le gars n'a pas réussi à ouvrir sa fenêtre. Qu'est-ce qui se serait passé? On le sait pas, on le saura pas, et tant mieux j'ai envie de dire. Bon, on peut toujours dire rip à la voisine qui n'avait rien demandé. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jean. Mais bon, comme cette histoire se passe sûrement aux États-Unis, et ben on va l'appeler Gene, ce sera un petit peu plus stylé. À ce moment-là, Gene il a 12 ans et il habite dans un petit village où tout le monde se connaît, et ça depuis 6 ans. À 1,5 km de chez lui, il y a un petit magasin. Et clairement, Gene il connaît très bien le chemin pour aller à ce magasin. Ses parents lui font totalement confiance pour y aller tout seul. Autant vous dire que c'est pas la première fois qu'il y va. Mais cette fois-ci, il va pas y aller seul. Il va y aller avec un de ses voisins qui lui propose de faire une petite soirée feu de camp avec des sandwichs et des chamallows. Bon, parlons un petit peu des voisins, il faut savoir qu'ils ont 11 enfants. Ce qui est pas mal, effectivement. Mais dans la famille de Gene, c'est quasiment pareil, ils ont 10-11 enfants. Revenons à Gene qui trouve que l'idée de son ami, elle est super bonne. Il décide donc de prendre de l'argent et un sac à dos. Il prévient alors ses parents qu'il va avec ses voisins chercher de quoi se faire un petit feu de camp. Le petit groupe marche et à 300 mètres du magasin, une voiture rouge et blanche commence à rouler à leur allure.
Et dans cette voiture se trouve un homme qui a la trentaine. Quand d'un coup, le mec ouvre la fenêtre et leur dit « Les enfants, faites gaffe à la route et aux voitures, surtout aux gens. Il y en a qui peuvent être bizarres. » Jean, il lui répond normalement « Merci beaucoup, vous en faites pas, ça ira. » L'homme lui répond alors un simple « Ok » et il se met à partir. Une fois à 100 mètres du magasin, Jean voit la voiture faire demi-tour et se garer sur le parking du magasin. L'homme sort de sa voiture et rentre dans l'établissement. Jean et ses voisins rentrent alors dans le magasin à leur tour. Ils prennent leur sandwich, mais à ce moment-là, Jean il se sent bizarre. Il commence à avoir mal au ventre et du coin de l'œil, il peut remarquer l'homme de la voiture qui les suit et qui les observe discrètement. Jean et ses deux voisins prennent des bonbons et passent en caisse. Quand l'un de ses voisins décide de reculer un petit peu, eh bien il bouscule ce fameux monsieur. L'homme semble énervé et lui dit « Fais gaffe petit, sinon la prochaine fois tu vas passer un sale quart d'heure. » Bon, le petit voisin il s'excuse mais il s'inquiète pas plus que ça. Mais Jean de son côté il trouve ça quand même bizarre. Après ça, le petit groupe paye et les enfants commencent à jouer à la borne d'arcade. Quelques minutes de jeu après, ils décident de partir. Quand ils sortent du magasin, Jean peut voir cet homme sortir derrière eux. Et il semble aller en direction de sa voiture. Il rentre dans son véhicule mais ne le démarre pas. Jean et ses amis décident de prendre la route du retour. Et à 1 km de chez eux, ils peuvent entendre une voiture arriver. Et à ce moment-là, Jean il sait pas pourquoi mais il a ce mal de ventre. Il tourne alors la tête et il voit que à droite il y a une sorte de raccourci. Il dit alors à ses voisins « Venez, on prend le raccourci ». Les autres le suivent et prennent alors le petit chemin. Jean décide de regarder la route et il voit une voiture blanche et rouge avec le même homme à bord. D'ailleurs, Jean il peut voir que la voiture a ralenti et que cet homme les regarde intensément. Ensuite, il détourne le regard et continue sa route. Bon, à ce moment-là, Jean il se dit qu'il est sûrement parano et les enfants continuent leur route. Ils sont maintenant à 600 mètres de chez eux et les trois garçons revoient cette voiture qui est de nouveau derrière eux. Sauf que là, Jean il peut voir que la voiture est en train d'accélérer et de foncer sur eux. Jean n'a pas cherché à crier à ses potes de sauter dans le fossé. Les deux autres garçons ont vite fait regarder vers la route et effectivement, ils ont directement sauté dans le fossé. La voiture les a loupés de peu et s'est arrêtée 50 mètres plus loin. Et à peine 10 mètres de là où se trouvent les petits, il y a un chemin qui mène vers une forêt. Jean et ses voisins décident donc de courir jusque là-bas. Pendant ce temps-là, la voiture commence à faire demi-tour et accélère de nouveau dans leur direction. Mais par chance, les garçons sont enfin arrivés dans la forêt. La voiture s'arrête alors et l'homme sort de sa voiture et commence à courir derrière eux en criant. Les garçons ont alors trouvé une planque dans un énorme buisson. Ils peuvent entendre cet homme crier. Ils peuvent voir qu'il cherche et qu'il court sur le chemin de la forêt. Jean et ses amis vont alors attendre pendant 45 minutes. Quand à un moment, sorti de nulle part, Jean y peut voir une énorme branche bien pointue. Il décide donc de sortir du buisson et de la prendre. Au bout d'un moment, les garçons ne voient plus cet homme. Mais ils peuvent voir que la voiture est toujours là. Bon, les garçons se disent que cet homme s'est sûrement perdu. Ils reprennent alors la route avec un pas beaucoup plus rapide. Et ils arrivent vers les champs de leurs voisins. Et heureusement, au loin, ils peuvent voir qu'il y a d'autres voisins. Mais malheureusement, au même moment, ils peuvent entendre qu'il y a une voiture derrière eux qui est en train d'accélérer. Jean se retourne et il peut voir effectivement cette voiture rouge et blanche qui leur fonce dessus encore une fois. Les enfants se mettent alors à courir dans les champs. La voiture fait alors demi-tour et s'arrête juste à côté des champs. Et heureusement, à ce moment-là, il y a deux des grands frères des voisins qui sont en train de faire du tir à la carabine. Jean, il cherche pas à comprendre. Il s'approche de l'un des voisins et lui arrache l'une des carabines des mains. Il se retourne vers la route et dit à cet homme « Dégage de là, arrête de nous suivre et de vouloir nous tuer, sinon je te bute ». L'homme le regarde alors et lui dit « Tu veux vraiment mourir toi ?» Apparemment, par instinct, Jean y tire dans le pneu avant droit et il lui dit « Allez, dégage de là ». Cet homme est alors parti en reculant. Après ça, Jean et les voisins ont prévenu leurs parents respectifs. Ils se sont serrés dans les bras et une fois qu'ils ont repris leurs esprits, eh bien ils ont appelé la police. La police est arrivée 10 minutes plus tard et Jean leur a expliqué ce qui s'était passé. L'un des policiers lui demande s'il n'a pas quelques détails. Et là, Jean, c'est un vrai genius. Apparemment, il a eu un réflexe incroyable. Il a noté la plaque d'immatriculation dans sa tête, la couleur de la voiture et le gabarit du mec. Une enquête a été faite et quelques jours plus tard, ils ont eu des nouvelles. Apparemment, la police a regardé les caméras de sécurité du magasin et ont pu identifier cet homme. Et bon, vous le devinez bien, cet homme était déjà connu de leur service. Kidnapping, abus physiques sur mineurs et apparemment meurtre sur enfant. Et autant vous dire que depuis ce jour-là, Jean ne sort plus de chez lui sans un de ses deux parents. Ou à la rigueur, un adulte qu'il connaît très bien. Effectivement, je crois qu'on peut le comprendre, le petit Jean. Pourquoi? Ouais, malheureusement, c'est la question qui revient tout le temps. Pourquoi vous avez fait ça? Je pourrais jamais répondre à cette question étant donné que je suis pas un fou. Bref les petits potes, j'espère que vous avez aimé ces deux histoires. Si c'est le cas, vous connaissez petit pouce bleu et abonnement. Et comme c'est la rentrée, j'ai envie de savoir qui est de retour. Donc tu vas m'écrire dans les commentaires au rapport chef. Et t'as intérêt à jouer le jeu, sinon je t'envoie cookie.
Bon, les petits potes, si vous voulez plus de threads d'horreur, je vous invite à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.